Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission où nous abordons aujourd'hui un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, l'autosuffisance alimentaire. Depuis l'indépendance, la République du Congo a connu de nombreuses difficultés économiques et sociales, une dépendance persistante aux importations alimentaires et une agriculture qui peine à se moderniser. Pourtant, certains estiment qu'il est possible d'inverser la tendance et de garantir notre propre souveraineté alimentaire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Marien-Fodé Gombe, fondateur du Cercle de réflexion ACC, Atelier citoyen du Congo, et initiateur des rencontres citoyens avec la jeunesse congolaise dans les villes de province en France. Écrivain, penseur et militant engagé, il ne se contente pas de garder un lien avec son pays natal à travers ses publications littéraires. Il est aussi un acteur de terrain qui organise des conférences et rédige des articles pour mettre en lumière le génie congolais en valorisant le soft power comme outil d'influence et de changement. Bonjour Marien et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Espérance Keto, comment allez-vous? Ça va très bien et vous, ça va? Comme un dimanche matin, ça va bien? Comme un On est dimanche matin. matinal? Bon, et vous n'êtes pas les prier finalement. Un dimanche, normalement, on est sur Non, cette non. Mais pour parler Dieu est indulgent. On peut prier Dieu. à quelque endroit que nous soyons, nous pouvons faire notre prière. Ah, ça. Alors, donc, Marie, effectivement, nous allons aujourd'hui essayer de parler un peu de la situation de notre Congo concernant l'autosuffisance alimentaire. Pour un premier temps, on va essayer de diagnostiquer, je dirais, la situation actuelle. Marien, vous le savez comme moi que depuis l'indépendance, l'agriculture congolaise peine à se développer malgré des terres arables et un climat favorable. Alors, j'ai tout simplement envie de savoir comment expliquez-vous cette stagnation et quelles sont, selon vous, les erreurs majeures commises par nos dirigeants successifs dans ce domaine? Ça, c'est ma première question. Oui, alors merci. L'agriculture, effectivement, c'est un sujet important, très important pour le développement de notre continent. Et le Congo n'a pas arrêté d'essayer de résoudre ce problème, de, de, de profiter, de faire que le potentiel agricole de notre pays devienne une réalité pour les Congolais. Et c'est toute une histoire parce que depuis les années des indépendances, notre économie a changé. Il faut dire que ça a marché pendant un certain temps. Au début des années 80, ça a plutôt fonctionné. Vous savez, c'était avant l'économie de marché. L'État intervenait dans notre économie. Nous étions communistes. Et les agriculteurs, les exploitants agricoles se retrouvaient, comme on dit dans cette époque-là. Parce qu'il y avait les États, sociétés nationales qui venaient acheter les productions au niveau des exploitants agricoles et ça fonctionnait plutôt. Il y avait des fermes d'État, vous vous souvenez, et je crois que ça s'est arrêté en 1986, la fin de la ferme des fermes d'État. Avec le boom pétrolier, le Congo a tourné son regard vers l'économie extractive du pétrole et l'agriculture est devenue un peu le parent pauvre de notre économie. Aujourd'hui, l'agriculture représente quoi? Moins de 5% du PIB du Congo. Vous parlez des 10 millions d'hectares de terres arables, il n'y a que 2% qui sont exploités. Donc le diagnostic peut être clair, le potentiel n'est pas suffisamment exploité et les tentatives nombreuses se soldent par des échecs. Il y a eu beaucoup de tentatives, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inertie, mais on parlait de problèmes structurels, je crois qu'au final, le vrai problème, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau du sérieux qui est mis pour mettre en place tous ces projets. On peut en citer quelques-uns, il y a eu le PEDAC, on a eu beaucoup de soutien de bailleurs de fonds. Des fonds arrivent au Congo, mais qu'est-ce qu'on en fait? Le PEDAC, de mémoire, c'est 25 millions de dollars qui étaient destinés à 500 000 agriculteurs. Et les personnes du secteur vous diront, nous n'avons pas vu qui a pu bénéficier de cela. Après, il y a eu des Mhm. initiatives propres à nos ministères successifs. Il y a eu le projet Nouveau Village qui était plutôt bien. On parlait beaucoup d'exode rural. Donc ce projet-là voulait aussi répondre à cette problématique. Ramener la jeunesse dans un village, une famille, mettre à disposition des intrants, des terres, des outils pour qu'ils se mettent à l'agriculture. Sauf que ces familles-là n'étaient pas aguerries forcément au travail de la terre. Donc ça s'est soldé par un échec. Aujourd'hui, le projet qui paraît plutôt intéressant, qui est un peu une expression du plan national de développement, hein, agriculture, priorité des priorités, qui est le plan les zones agricoles prioritaires.
Là, à la différence de ce qui a été fait avant, il y a un vrai suivi de l'État. L'État s'implique. Les personnes dans ces zones-là sont des personnes aguerries au travail de la terre. On met à disposition des terres, la mécanisation, mais surtout, il y a un suivi de l'État. Sauf que la réalité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans nos associations, nous connaissons des gens qui sont dans ces zones agricoles prioritaires. Sauf que l'agriculture demande un financement important et soutenu. Et aujourd'hui, c'est la crise au Congo, tout le monde le sait. Et les jeunes qui y sont nous disent déjà qu'il y a des retards de salaire de 4 mois, que les machines n'arrivent pas. Voilà un peu les réalités. Beaucoup de tentatives qui ont échoué et on est maintenant dans une ère de slogans. Mais sauf que les slogans ne peinent à donner de l'espoir à ceux qui sont dans le domaine agricole. Hein, l'autosuffisance alimentaire, on a connu. Agriculture, priorité des priorités, on a connu. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que si on parle de problèmes structurels, le vrai souci est qu'on n'a pas assez investi sur la chaîne de valeur. En fait, tous ces projets se sont appesantis sur améliorer la production agricole, améliorer la productivité. Sauf que l'agriculture, il faut penser, on a un souci de stockage de nos productions agricoles. On le voit hein, quand on se balade un peu dans les exploitations, que les produits pourrissent sur la route, ainsi de suite. Souci de stockage et souci d'acheminement de la production agricole. Donc, ça passera par travailler sur les méthodes de stockage, sur travailler sur les routes, mais pas que les routes principales, les routes secondaires. Même, je pense, au chemin de fer, c'est important, Congo-Océan, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ça peut désenclaver des productions dans certaines zones pour aller vers les marchés. Voilà au niveau Alors, structurel. si vous me permettez, je reviens sur effectivement ce que vous étiez en train de dire concernant un peu la volonté, parce que j'ai cru comprendre que vous avez mis un peu de la volonté politique là-dessus. On a parlé de la stagnation de l'agriculture congolaise, malgré, il faut le reconnaître, je dirais, un immense potentiel. Est-ce que peut-on dire vraiment que cela s'explique, je dirais, par plusieurs facteurs? Par exemple, c'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, l'absence, je dirais, de politique agricole cohérente, le manque d'investissement, malgré tous les slogans qu'on a eus avec plusieurs gouvernements, il faut le dire, les choses comme telles, dans des infrastructures rurales. Vous venez même tout à l'heure de le citer. Est-ce qu'on pourrait aussi parler, par exemple, de l'indépendance excessive aux importations et la négligence des filières locales? On n'utilise pas trop aujourd'hui des filières locales comme autrefois dans les années 80. On peut aussi parler, par exemple, de l'oubli de l'autosuffisance alimentaire. Je pourrais peut-être dire que est-ce que l'oubli de l'autosuffisance alimentaire n'est pas un pilier quelque part de développement qu'on a laissé à côté? Sans une, je dirais, vraie réforme et une bonne volonté politique, est-ce qu'on peut vraiment, au jour d'aujourd'hui, espérer que dans les années à venir, notre agriculture pourra ne pas, puisqu'au jour d'aujourd'hui c'est un géant endormi, pourra peut-être de se développer. N'oublions pas surtout qu'on a vu tout récemment, ça fait beaucoup de polémiques, le gouvernement congolais, avec le président de la République, bien sûr, ils ont essayé de signer des contrats avec le Rwanda pour essayer de voir comment peut-on améliorer effectivement un peu cette agriculture aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème de l'agriculture, c'est un problème multisectoriel. Et vous le dites en venant sur différents points, c'est vraiment multisectoriel. Et d'abord au niveau de l'investissement. L'État ne peut pas tout faire. Ça, il faut le reconnaître. L'État a eu des tentatives, sauf que l'agriculture aujourd'hui en Afrique dépend de quoi? Dépend de qui? Dépend des bailleurs de fonds. Parce que l'argent qui vient de l'agriculture, du système bancaire par exemple, ne représente que 4%. C'est marginal. Et les bailleurs de fonds ne viendront à quelles conditions? Si la gouvernance est assurée, s'il y a un sérieux dans la gestion des fonds qui sont mis à disposition. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce que différents pays qu'on pourra voir, le Rwanda, même le Rwanda dispose de soutien des bailleurs de fonds. Et les terres arabes ne sont pas assez suffisamment utilisées. Donc il y a un travail de même éducatif. On parlait beaucoup à l'époque de l'exode rural, que les jeunes repartent à la terre, c'est toujours d'actualité. Nous sommes un pays où il faut faire des réformes agraires. Ça passera d'abord par là. Et effectivement, il faut emmener les jeunes à aimer le travail de la terre, à les accompagner. L'État est là en fait pour trouver des acteurs de chaque maillon de la chaîne de valeur agricole et soutenir ces acteurs-là. Peut-être des transporteurs, sur la conservation des produits et voir ce qui peut être fait. C'est à ce niveau-là que ça ne marche pas. Et je reviens sur un point, c'est que des fonds ont été mis à disposition. On a connu des programmes comme le FSA. De nombreux programmes ont été créés au Congo. Et à chaque fois, c'est soldé par une inefficacité liée au problème de la gestion, de la corruption et de Mais gouvernance.
qu'est-ce qui a fait, Marien, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché avec tout ce que vous êtes en train de citer? Et vous le savez comment que le Congo, aujourd'hui, importe encore plus de 80% de ses produits alimentaires. J'ai juste envie de savoir quels sont les facteurs structurels là, qui rendent notre pays si dépendant des importations et quels en sont les impacts sur notre économie et la vie, je dirais, quotidienne des Congolais. Moi, ce qui est désolant, c'est que nous n'allons rien dire d'inédit, hein. Ce que nous allons dire aujourd'hui, nos gouvernants le savent, ils le savent très bien. Et donc, je reviens toujours sur cette histoire de volonté politique parce qu'effectivement, nos importations, c'est de l'ordre de 700 milliards de francs CFA qui partent. Et nous Mm. importons quoi? De la viande blanche, du poulet, on importe du poisson, on importe surtout de l'aliment, l'aliment de bétail. Ça, c'est important. Parce que pourquoi on n'est pas compétitif? Parce que même ceux qui veulent avoir une ferme, pour nourrir leur porc ou leur poulet de chair, achètent de l'aliment très cher. Le kilo de maïs est de l'ordre de 400, 500 francs CFA. Quand le jeune Camerounais vient sur nos marchés, il est très surpris. Et pour lui, c'est une opportunité d'affaires de nous approvisionner. Donc, nous avons Mm. identifié les produits que nous importons majoritairement. Pourquoi ne pas travailler à les produire en interne? Ça, c'est une question. Il y a aussi une question d'éducation à la consommation des Congolais, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à consommer localement. Sauf qu'on ne consommera localement que si le panier de la ménagère n'est pas affecté. Parce que ces importations, quelles sont les conséquences? Pour On va- consommer localement, il faut qu'on puisse effectivement investir localement dans l'agriculture. C'est ça Depuis le un certain problème. temps, on n'investit plus localement dans l'agriculture. Nos mamans, au jour d'aujourd'hui, c'est même rare de trouver des Congolais qui sont vraiment dedans, des entrepreneurs congolais qui font vraiment de l'agriculture à un niveau assez élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Je C'est suis aussi un truc d'accord. qui est en train de bloquer parfois un peu les choses, non? Déjà, au Congo, on n'a pas de Je capitaine sais pas, d'industrie. on a aussi un problème des infrastructures de production et de transformation. On n'en a pas sur place. L'abandon, par exemple, des politiques de soutien aux agriculteurs, à nos mamans, à nos parents qui sont là, ainsi que, j'ai envie de dire, la corruption et la mauvaise gestion de la gouvernance. Il y a un peu tout ça De qu'il toute faut façon, qu'aujourd'hui, on est ben tout oui, simplement il y a beaucoup de indépendant. problèmes. On est à la confluence de nombreux problèmes et il faut financer cette agriculture. Comment on la finance? Dans certains pays, des fois, on fait appel à des capitaines d'industrie, vous le disiez. Qui investit dans l'agriculture aujourd'hui? Chez nous, il n'y a pas de capitaine d'industrie, que ce soit dans l'agro-industrie ou dans l'élevage, tout ce que vous voulez. Nous peinons à trouver ces personnes-là. Donc, il faut qu'on soit attractif peut-être pour trouver des fonds à l'extérieur. Et c'est pas évident parce que aujourd'hui, toutes ces terres arabes, là, on condamne le fait que le Rwanda s'intéresse à nos terres, mais le Congo a du mal à investir dans son agriculture parce qu'il faut trouver des financements innovants peut-être à ce niveau-là. Et ça passera peut-être par penser à une fiscalité par rapport à l'agriculture, taper là où ça peut marcher, on le voit. Il faut des financements alternatifs, peut-être une fiscalité. Qu'est-ce qui marche au Congo? C'est la téléphonie, le pétrole, peut-être une fiscalité dédiée à l'agriculture pour financer ça. Peut-être que les banques, parce que l'agriculture est un domaine à risque. Les banques ne veulent pas s'aventurer à financer l'agriculture. Donc il faut un fonds qui garantisse. On a vu les velléités du FIGA, c'est pas une grande réussite non plus. Pourquoi? Problème de gouvernance. Et le FIGA, je crois, a financé quelques produits, quelques projets marginaux dans l'agriculture, mais il faut des mécanismes comme ça, où on se porte garant de projets et ça permet d'accéder au financement. Il y a des fondations au Congo, comme la fondation Telema, qui accompagnent les agriculteurs. Mais sauf que l'agriculture, c'est un domaine de souveraineté nationale. On parle de sécurité alimentaire, on parle d'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas laisser ce domaine-là qu'au privé. Donc, je vais prendre un terme qui est très à la mode, penser au partenariat public-privé, pour attirer des investisseurs dans le domaine agricole. D'autres pays arrivent à le faire. 5% du PIB, c'est très peu. Moi, je me souviens de la déclaration de Maputo, quand beaucoup d'États s'étaient engagés à investir dans l'agriculture. Tout le monde s'était engagé à mettre 10% du budget national dans ce domaine-là, qui est crucial, qui à l'échelle du continent, c'est 15% du PIB. Et dans certains pays, l'agriculture crée 70% d'emplois. Chez nous, c'est marginal. Donc voilà. Et du coup, c'est tous ces sujets-là qu'il faut essayer de voir. Nous, on met combien dans l'agriculture? 2% de notre budget à peu près. Parce que l'État ne peut pas tout 2%, mettre, mais l'État, 2%, comment? c'est quasiment, 2%, c'est quasiment rien aujourd'hui. Exactement. Sachant que tout passera par l'agriculture. Vous savez, les économistes parlaient à un moment donné du fait qu'il y ait un taux de pénétration du smartphone en Afrique important
et ça permettrait à l'Afrique de se développer et D'accord. ainsi de suite. Ils appelaient ça le leapfrog, le saut de la grenouille. Mais c'est utopique de penser ça. La vraie économie en Afrique, c'est d'abord la terre. Et si nous n'y pensons pas, d'autres continents lorgnent déjà vers nous pour s'intéresser à nos terres arables. Voilà. On a un climat propice, on a des ressources hydrauliques, on a des ressources halieutiques, mais tout ceci reste encore au niveau de slogan et nous ne savons pas valoriser cela. Alors, Marien, avant de, effectivement, là, on a essayé de faire un peu le diagnostic avant de parler, je dirais, des solutions pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on pourra dire au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que on vient déjà de dire, hein, ce que vous êtes en train d'essayer d'analyser, de dire, que notre pays, le Congo, reste vulnérable aux crises extérieures et à l'insécurité alimentaire au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est vrai ça? Mais en fait, le Congo ne consomme pas déjà suffisamment pour satisfaire aux besoins internes. C'est ça le premier niveau, cette histoire d'autosuffisance alimentaire, c'est ça. Et nous n'avons pas avancé depuis une soixantaine d'années, depuis différents ministères qui passent, depuis différents plans quinquennaux, depuis différents plans nationaux de développement. Donc les mots sont nombreux et les résultats sont maigres. Le diagnostic, je pense que tout le monde le fait. C'est pour ça que même ceux qui nous dirigent, notre président, les ministres, martèlent l'agriculture. Ils le martèlent parce qu'ils voient bien que on a une jambe en moins, on ne peut pas avancer dans le développement sans développer le secteur agricole. Hmm. Allons voir comment le Bénin développe ce secteur-là, comment les pays européens développent ça. Parce Vous que venez de parler, sans vous couper, vous venez de parler de Bénin. Je vais rajouter effectivement certains pays africains, comme par exemple le Bénin, le Rwanda, le Ghana, ont amorcé des politiques efficaces pour renforcer leur production locale. Chez nous, on ne voit pas vraiment ces choses-là. Et moi, j'ai juste envie de savoir quelles initiatives concrètes pourrait-on mettre en place au Congo pour suivre les exemples que vous venez de dire, par exemple, du Bénin. on ne va pas éviter le fil à couper le beurre. L'exemple du Ghana, par exemple. Moi, j'aime dire, il y a une expression que j'aime bien qui dit que quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Ça ne s'applique pas à nous en matière agricole. Parce que le Ghana, l'agriculture au Ghana, je sais pas, c'est de l'ordre de 30% du PIB. Non, 22% du PIB. Et qui crée 30% d'emplois à peu près au Ghana. Mais le Ghana n'a pas la richesse météorologique du Congo. Le Ghana a encore des soucis d'accessibilité au financement pour les agriculteurs. C'est le même problème que nous avons. Le Ghana a un problème de mécanisation de son agriculture aussi. Pourtant, aujourd'hui, vous voyez ce que le Ghana a pu faire. Donc, nous avons des problèmes en partage et je suis désolé de revenir dessus. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que le Ghana dépend essentiellement des bailleurs de fonds internationaux, comme nous, comme le Rwanda, sauf que la gouvernance des fonds mis à disposition est Et bien meilleure que nous. tout Comment? simplement, et à partir de là, les investisseurs leur faire confiance. C'est Parce que ça. quand ils investissent leur argent, ils voient aussi des Ils résultats. voient les résultats. Et parce que c'est un projet sur 20 ans. Les plans quinquennaux, les PND de 10 ans, c'est pas possible. C'est le projet d'une génération. On pourra avoir des améliorations au bout de 5 ans. C'est le projet d'une génération et c'est transversal. Pourquoi? Il faut travailler sur différentes choses. Sur l'éducation, il faut éduquer déjà la jeunesse. C'est un vrai sujet. À aimer Je consommer reviendrai, on reviendrait sur congolais. l'éducation là-dessus. En tout cas, D'accord. Mais on voilà, pourra. en fait, pour les mesures structurelles, nous savons, il faut mécaniser l'agriculture congolaise. On a des soucis d'irrigation au Congo. Ça ne coûte pas cher d'investir dans les systèmes d'irrigation. C'est pas compliqué. On a des soucis de mécanisation, on en a parlé, mais là encore, il faut travailler sur du financement privé, aller sur un système de crédit bail. Il y a des mécanismes qui existent sur ça. Mais voilà, donc structurellement, c'est déjà travailler sur les exploitants. Parce qu'on a tendance à croire qu'il faut forcément de grandes exploitations pour développer son agriculture. Le Rwanda comme le Ghana ont des cultures de moins de 10 hectares. Mm. C'est des petits exploitants qui sont accompagnés, sauf que l'État s'implique. À quel niveau? Au niveau du contrôle, au niveau de la garantie pour qu'ils accèdent au financement. C'est au niveau de la garantie qu'on attend le rôle de l'État. Donc voilà, voilà ces pistes-là qu'il faut affiner et travailler dessus. Et tout le monde le sait, mais personne ne le fait concrètement. Effectivement, personne ne le fait complètement. Moi, je rajouterais que pour renforcer la production locale, je dis bien la production locale chez nous, plusieurs initiatives, d'ailleurs, vous venez de le dire déjà à peu près, concrètes peuvent être, je dirais, mises en place. Parmi tant d'autres, on a dit ça déjà dès qu'on a commencé l'émission, investir dans les infrastructures, ça,
on a souvent tendance à négliger ça, agricole, construire bien des sûr. routes rurales, je dirais aussi des centres de stockage et des unités qui vont tout simplement transformer ou peut-être qui vont permettre à faire une transformation pour réduire les pertes post-agricoles. Quand on a tout ça, c'est déjà à peu près les pistes qui peuvent faire que on puisse essayer de regarder notre agriculture autrement. Et puis aussi, on ne va pas cesser de le dire, il faut tout, ça manque un problème de volonté politique chez nos dirigeants. Et comme vous étiez en train de le dire, ils pensent, ils consomment, ils pensent beaucoup plus au pétrole qu'à l'agriculture, malgré les slogans et malgré, je dirais tout simplement, quelques personnalités qui essaient un peu de faire quelque chose, mais comme tout le monde ne suit pas, ce qui fait que c'est un peu difficile. D'où ma question, vous le savez très bien que le financement de l'agriculture reste, d'ailleurs, vous avez commencé à le dire déjà, un défi majeur pour les petits producteurs. Alors, quel rôle l'État, mais aussi le secteur privé et les banques peuvent-ils jouer pour, je dirais, faciliter l'accès au crédit et aux équipements euh, modernes pour nos agriculteurs? Déjà, il faut dire que les banques, ce n'est pas leur rôle ni leur intérêt. Ils cherchent la profitabilité. Donc, faciliter l'agriculture pour faciliter, c'est pas le rôle d'une banque. Je pense que dans une société, chacun a son rôle. Par contre, je disais que le domaine agricole est un domaine souverain, c'est un domaine dans lequel Oui, mais l'État doit s'impliquer. permettez-moi, même si c'est pas le rôle d'une banque, Mmh. l'État peut pousser les initiatives, essayer d'impulser, pousser Oui, les banques à faciliter ceux qui veulent peut-être aller dans le domaine de l'agriculture, tout qui à n'ont pas fait. des possibilités. Et en contrepartie, l'État garantit les banques, puisque vous venez de dire tout C'est à l'heure ça. qu'effectivement les banques sont C'est là. exactement le rôle. Mais Oui, oui. l'État a un rôle majeur pour essayer de pousser les banques à investir auprès de l'agriculture, par exemple. Et là, je vous rejoins totalement. Et donc, il faut être inventif sur des produits bancaires qui peuvent être créés pour accompagner l'agriculture. On peut créer des produits bancaires pour certaines filiales précises et des cultures vivrières qui sont plus viables économiquement, sur Par lesquelles il y exemple, a des fonds moins de soucis. de des choses comme Comment? ça, par exemple, des fonds de garantie et de subventions ciblées Absolument, qui vont réduire tout simplement tout les à fait. coûts au niveau des agriculteurs, par exemple. Exactement. Des fonds de garantie, c'est une piste. Inviter. Vous savez, aujourd'hui, il y a une mode au Congo où ceux qui se sont enrichis au Congo, parce que souvent, les grosses fortunes au Congo sont enrichies par rapport à l'État. Il n'y a pas de capitaine d'industrie. Je pense que Mm. quand on parle de financement innovant, il faut inciter toutes ces fortunes-là. Parce que chez nous, il y a la mode du gentleman farmer. Toutes les fortunes congolaises qui se sont constituées grâce au marché de l'État veulent tous avoir des hectares et cultiver. Il faut emmener ces gens-là à créer plutôt des mécanismes de financement d'exploitants déjà qui savent le faire, même si certains réussissent. Hein. Mais voilà des financements innovants à trouver. Donc, parmi les financements innovants, on parlait de la diaspora la dernière fois. Tout à Faire fait, oui. intervenir la diaspora, pourquoi pas? En créant un cadre, en créant des mesures incitatives pour que l'argent qui vient de la diaspora, on sait ce que ça vaut, soit un peu injecté dans l'agriculture. L'agriculture, c'est pas que de l'argent, c'est aussi une expertise. Et ça, dans la diaspora, trouver des gens, des agronomes, accompagner les gens. Parce que l'exploitant agricole, souvent, il peine à savoir la qualité de son sol. Au final, qu'est-ce qui se passe, pardon? Les gens plantent en fonction des saisons. On sait qu'en octobre et en mars, il pleut, on va beaucoup planter en octobre et en mars. Mais il faut des agronomes, il faut des experts, il faut de la recherche en agriculture. On a eu des financements pour avoir des semences améliorées. Je crois que c'est le PEDAC. Parce qu'il faut des plants, il faut des boutures qu'on travaille sur des semences qui ne polluent pas le sol, par exemple, sur des semences qui augmentent la productivité. Voilà un peu tous les domaines. Et vraiment, c'est transversal, mais le rôle de l'État, encore une fois, je vous rejoins, est crucial. Les Le banques, rôle de l'État est vraiment crucial. Vas-y, je te oui. laisse Je terminer dis ta juste que les pensée. banques n'agiront que si l'État derrière garantit. euh, le privé ne viendra que s'il y a des partenariats publics-privés qui garantissent. Et puis après, il faut une cartographie, mais je ne doute pas que ce soit fait, de qu'est-ce qu'on peut planter. C'est ce qu'on faisait avant. On sait que il y avait le sucre ankaï, dans la bonza, je crois, c'était le manioc. Il faut comme ça. En Afrique de l'Est, on parle beaucoup de monoculture. Ça permet d'intensifier les productions et répondre déjà aux demandes locales. Voilà des choses à faire. Cartographier comme ça avait été fait. Tel endroit, on plante plus ça, ainsi de suite. Et puis après, trouver des moyens d'écouler notre marchandise à l'extérieur de notre pays. On ne peut pas importer autant. Au niveau de la balance commerciale du Congo,
C'est pas avantageux. On enrichit les économies des pays frontaliers. On doit exporter, comme le Ghana, on parlait du Ghana qui exporte l'EVA, qui exporte santé. Nous devons exporter notre production et ce n'est pas le cas. Alors, Maria, effectivement, moi, je sais pas, ça fait tellement longtemps. Il fut un temps au Congo, peut-être que ça existe encore, c'est à vous de me le dire. On avait le lycée agricole Amical Cabral, qui était au fin fond vers, après le duel là-bas, qui formait un peu les jeunes Congolais dans le métier de l'agriculture, la mécanisation et j'en passe. Je sais pas si au Congo, jusqu'à aujourd'hui, on a des universités pour former des jeunes Congolais au métier de l'agriculture. D'où ma question. Donc, je reviens sur ce qu'on avait dit concernant Mhm. l'éducation. Et on le sait tous ici, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à parler, c'est un constat qui ressort d'ailleurs par rapport à vos propos. On sait tous ici que le développement agricole passe aussi par l'éducation et la formation. Ça, il faut le dire. Alors, moi, ma question est de savoir, Marien, pensez-vous que nos programmes scolaires et universitaires sont adaptés aux besoins du secteur agricole? Que faudrait-il, par exemple, améliorer? Voilà, deux questions concernant effectivement la formation. On m'a parlé de lycée agricole qui existe encore, mais j'ai l'impression que ça a perdu quand même de sa superbe. Avant, on en parlait beaucoup de ces lycées agricoles-là, on en parle Oui, avant, on en beaucoup parlait moins. beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, on n'en parle quasiment pas. Donc, il faudra qu'on se renseigne de manière précise. Mais concernant notre système éducatif, c'est assez général. Il est obsolète. Le logiciel, il faut le changer. Le paradigme est vieux. Et on a compris aujourd'hui que l'éducation, c'est une arme d'instruction massive, une arme de conscientisation massive, et tout passe par l'éducation. Et je pense que l'agriculture ne fera pas exception. Il faut qu'on revoie nos programmes et qu'on valorise le travail de la terre. Ça passe par la valorisation. Et ça, c'est sur le banc de l'école. Si à 10, 15 ans, on valorise le métier d'agronome, on valorise le fait que aller en agriculture, ça peut nourrir son homme, c'est quelque chose de noble en soi. On valorise aussi que chacun ait un lopin de terre chez soi, chacun cultive et son petit verger, que ce soit culturel. Ça existe dans certains pays d'Asie. Rendre ça culturel. Et là déjà, on travaille. Ce sont ces petits pas-là qui feront que l'agriculture soit vraiment centrale. Croyez-moi que le jeune qui a grandi dans un système éducatif comme ça, qui a 16 ans, quand un jour il devient professionnel ou il arrive à des fonctions importantes, l'agriculture fait partie de son ADN. Comme aujourd'hui, beaucoup d'États travaillent à ce que le développement durable, l'écologie, fasse partie vraiment de l'ADN des enfants qui grandissent, des générations qui arrivent. Travaillons sur les générations qui arrivent sur ces sujets-là. On Mhm. ne pourra pas passer outre le développement de notre agriculture, la transformation de nos produits, l'exportation de nos produits. Alors, en un mot, si j'ai bien compris, je dirais surtout le téléspectateur, ce que vous avez voulu dire concernant effectivement la formation de nos jeunes, de nos cadres pour la mécanisation de l'agriculture, on dirait tout simplement que nos programmes scolaires et universitaires ne sont pas suffisamment adaptés aux besoins. L'agriculture aujourd'hui est souvent négligée dans l'éducation, alors qu'elle devrait être un pilier central de la formation. Les écoles et universités, en réalité, si nos dirigeants nous écoutent, doivent également être développées, doivent plutôt développer des partenariats avec des entreprises afin de faciliter l'insertion Mhm. professionnelle des jeunes formés. S'il y a effectivement toujours le lycée Amical Cabral, si encore il y a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, investir dans des éducations agricoles de qualité, assurer l'avenir, par exemple, du secteur et garantir l'autosuffisance alimentaire d'un pays. Alors, Marien, concernant ces questions que vous avez carrément essayé de donner des réponses par rapport à votre façon de voir les choses, et puis concernant l'autosuffisance alimentaire, qui est un sujet, il faut le reconnaître, qui vous tient à cœur, nous allons aller doucement, mais sûrement vers la fin de notre émission, parce que nous avons l'habitude de faire 30 minutes, maxi 40, mais en réalité, c'est 30. Alors, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir. Peut-être que vous avez un mot à rajouter concernant l'autosuffisance alimentaire avec tout ce qu'on a déjà dit. Si vous avez un mot, je vous laisse parler. Sinon, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'autosuffisance alimentaire. Je vous laisse la parole. Non, concernant l'autosuffisance alimentaire, c'est un sujet important, hum, un sujet mondial important. Et le Congo est un pays qui a beaucoup de défis, beaucoup de chevaux de bataille. Et c'est jamais évident de dire partons sur l'agriculture. Dans 3 émissions, je dirais pensons à l'exception culturelle congolaise.
Et après, je dirais, il faut quand même structurer l'armée congolaise. Mais nous sommes comme un corps humain. Et quand le système digestif fonctionne, le système respiratoire ne s'arrête pas. Donc, prenons nos combats à bras le corps. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Nous sommes tous dotés d'un cerveau, d'une vision, d'une pensée. Mais de grâce, demandons à ceux qui nous gouvernent de mettre du sérieux, parce que c'est ça, hein, et rien d'autre. Et surtout, mettre du patriotisme dans les actes qui sont posés, et ça aide à être plus efficace. Voilà. Je disais rapidement que je vais vous poser une autre question, mais on a parlé de nos dirigeants, on a parlé de l'autosuffisance alimentaire, on a essayé de faire le contour, on a parlé euh, des banques et on n'a peut-être pas parlé de la population. Je crois que vous avez essayé un peu de parler de la population, donc j'ai juste envie de savoir, enfin, au-delà des politiques publiques, quel rôle la population peut-elle jouer pour encourager une production et une consommation locale. Est-ce que le changement de mentalité, vous avez essayé de donner des exemples d'autres pays, est un défi aussi important que les réformes économiques? Rapidement, je crois que vous avez essayé de reprendre à cette question en quelques Oui, secondes. oui, moi je pense à la citoyenneté. Je crois que c'est le soubassement de tout. Oui, chacun doit. Moi, je viens de mon parcours à moi, ma trajectoire est une trajectoire d'engagement associatif. Et l'associatif, c'est aussi ça. Apporter le peu qu'on peut apporter pour faire bouger les choses. Votre émission, dimanche, vous avez une famille, j'ai une famille. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un, un jeune qui écoute ça, ça participe à la chose. Se réunir pour discuter de ces sujets-là. On pense toujours que c'est des réunions qui ne sont pas, qui n'aboutissent à rien. Je dis que c'est faux. Nous, au moment où je vous parle, il y a une association qui va se réunir à Dolisie, pas loin de. Il y a une ferme qui s'appelle Terre Promise là-bas, qui fait de belles choses, pas loin de cette ferme-là, qui va réfléchir à comment elle peut participer. Il ne faut pas se désengager, il ne faut pas se dédouaner de tout non plus. Donc l'idée, c'est que chacun, avec ce qu'il peut, aide, mais c'est mon ADN, hein, tout le monde n'est pas comme ça, aide à son niveau à ce qu'on prenne conscience de ce défi et que le peu qu'on peut avoir, qu'on donne en termes de conseils, même les experts, les agronomes qu'on connaît, nous on parle beaucoup de management à temps partagé. Là, je parle un peu des ACC, où on dit aux experts, prenez sur votre temps, vous partez en vacances au Congo, prenez sur votre temps pour aller voir des petites exploitations, conseiller ces exploitations-là, prenez sur votre temps pour aller échanger avec des jeunes, partager quelque chose. Ce maillage-là de la société civile qui apporte en termes de réflexion et d'expertise, c'est crucial pour avancer. Ah oui, mais il y a aussi un problème au niveau de nous, les Congolais, comme vous le savez très bien. On n'a pas du mal à consommer congolais. Bisoba congolais, parfois Oui. on a du mal à aller acheter congolais. Cette émission, on le fait aussi parfois en lingala. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé lingala. Lingala, oui, c'est vrai. Non, Vraiment, elle, Kamawa. on a du mal, bisoba congolais, oza na ndeko na yo azoteka produit congolais, mais Mm. okopréféré tokomba produit euti soki wapi, alors au lieu encourager ndeko na yo aza koteka effectivement produit congolais. Il faut toluka kochanger biso bacongolais mpona agriculture na biso, mpona mboka na biso, aussi bamentalité na biso, mais tout wana mpe ezobanda na bato bazodirige biso. C'est de l'éducation qu'on doit donner au niveau de la population pour que aussi les gens puissent tout simplement suivre. Moi, je dirais tout simplement que la population a un rôle essentiel à jouer dans le soutien et dans le soutien à la production et à la consommation locale. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure en Lingala. Changer les habitudes de consommation en Bien privilégiant les sûr. produits locaux stimule également l'économie. Ça va pousser nos frères et sœurs à continuer à travailler dur puisqu'ils savent que quand ils vont travailler, Mhm. bah, ndeko na bango, bah, frère na bango, bakoya kosomba ba produit na bango. Le changement de mentalité est aussi crucial que les réformes économiques et politiques publiques dans un pays. Donc, biso ba congolais, il faut que tu en aies l'habitude durablement, il y a qu'au consommer congolais. Marien, un dernier mot sur ça et puis après on passe sur la dernière question. Olobi likambo ya solo mpenza, faut to consommer congolais parce que eloko mosusu ya mwa ya eloko vraiment très importante, c'est exemplarité. Lisolo ya consommer congolais wana, mokonzi, bakonzi na biso mpo baconsommer congolais. Lelo tobeta lisolo ya agriculture, lobi tobeta lisolo ya système éducatif, kokonsome congolais wana, baekole na biso wana, bana bakonzi, fo bakende kuna, wana mpe kokonsome congolais. C'est vraiment vrai.
Donc vraiment, il faut travailler sur l'éducation. Et comme dit Solo, l'éducation, là, c'est important parce que on travaille sur les mentalités, mais on veut de l'exemplarité. Ceux qui sont à la tête de l'État et des rôles modèles, même des fois que des entrepreneurs, des gens qui peuvent inspirer, qui, que ces gens-là montrent l'exemple et les gens suivront. Donc voilà. Alors, Maria, en tout cas, merci. Effectivement, regarde, là, on est là, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, tout l'amour qui n'attend, il y a dimanche, il y a l'élo, tout Mhm. ça, la famille, mais tout le bif, tout le banambo, cannabis au Congo, tout solo la Congo, tout lié à Congo, tout expliquer Voilà. Congo, tout peut savoir information pour la Congo. Mais bateau moussoussou, effectivement, bah, CP là, petit à petit, que l'Afrique TV, votre chaîne d'opinion, ici, vous avez la parole. Je crois que vous remarquez que c'est la télé sur le web, pas comme les autres. Ici, on parle vrai, on dit vrai, et puis on dit ce qu'on pense. Mais Marien, malgré qu'on dise ce qu'on pense, biso pe ba Congolais, tu auras peine à idée, tu auras le connaître moi, bah, magicien, mon corps, tu ne penses pas penser à bateau. Voilà pourquoi ma question est simple. Marien, on vous prête des ambitions politiques. Certains disent que vous pourriez être candidat à la députation en 2026. Ma question est simple. Pouvez-vous clarifier votre position à ce sujet? Moi, en Afrique, il va dire, ah, moi, no, boyana, pour ça, voilà, député, en 2026. Pesa biso réponse. Mais Espérance de Konanga, dimanche, c'est de Boutaï na CPLI. Déjà, rien que pour ça, c'est bien. Maintenant, l'histoire de la politique, on a fait tout il y a une question à simple. Question à très simple. Magmo Tozo Salo, il y a déjà politique. Parler de ce sujet-là, avec autant d'intérêt, de passion, c'est de la politique. Quand je vais rencontrer des jeunes à Tours, à Nantes, des jeunes Congolais pour parler du Congo, c'est faire de la politique. Après, effectivement, le Graal pour moi en termes de politique, c'est le suffrage universel. Comme la députation, c'est vrai que c'est beau. C'est plus beau qu'une simple nomination. Et c'est bien d'être plébiscité par les siens de différentes façons. Ça peut être un bulletin dans l'urne, ça peut être des gens qui viennent t'écouter. J'avoue que l'idée d'être utile me plaît particulièrement. Mais à cet instant, c'est pas important. On parle du Congo. Mariaz à la députée, Kinga Diaz à la députée. L'essentiel, c'est quelles sont les idées qu'il apporte et comment il sert le Congo. Aujourd'hui, j'ai l'impression de servir mon pays et je compte continuer à le servir de quelque forme que ce soit parce que j'aime ce pays profondément. Il brûle en moi ce feu de patriote et j'espère qu'il consumera tous les doutes que j'aurai sur mon chemin. Mais voilà, ne précipitons rien, Tolingamboka, et soyons utiles tout simplement. Effectivement, on précipite rien. Tozo sala mosala na biso, yozo sala mosala na yo, nga papa mopandisa mona zo sala pe mosala na nga, parce que tolingi mboka wana makasi. Toza mosika, me mboka wana tobotami na mboka wana, tokoli na mboka wana, tosakani na mboka wana, eza mboka ya bakoko na biso, eza mboko emoni biso ndenge tobimi na mokili. E biso bato toza mosika, ntango tomonaka mboka wana, ntango tozomona ndenge ezokenda dengu dengu, esalaka biso mwa mpasi elingi oloba te ti ntango tozoloba makambo toza contre bato bazodirige biso non tozoloba makambo mpona tofungola bango mpe miso on dirait ntango mosusu bakomaka na baniveau moko boye bazomona baréalité ya mboka te peuple ezomona mpasi agriculture na biso eza na mai mikolo toza na nzala courant mpe ntango mosusu mpe ezalaka te mai mpe ntango mosusu mpe ezalaka te donc tu wana mikolo tu tolobaka eya te ti tolingi bino te eyaka mpona toloba ndenge bari alobi boconsommer congolais bana na bino mpe bakenda mpe na balekole na biso bana na bino mpe ntango mosusu courant mpe ekendaka mpe mais epai na bino bacourant ekendaka jamais donc tolingi toala biso tu uni ndenge devise na biso oyo elobi toala biso tu moto moko peuple moko mamboka ya lelo oyo quand on regarde un peu le monde il suffit de regarder nos voisins en face la RDC, il suffit de regarder un peu partout dans le monde est instable. Alors, si on n'est pas soudé, si on n'est pas unis, si on n'a pas des objectifs à atteindre, effectivement, lobby, bano bazoko, la bangotu baolaka bakuluna, ba bébé noir, mboke kozali lengite. Donc, comme Marien, effectivement, en posant cette question, yomo moni ba congolais nenge bazalaka. Le fait, il y a comment on a eu, on est prêché, ou on a ba jeune, ou on a ACC, tu es un peu partout pour parler du soft power congolais, pour faire la fierté du Congo. Bato mosusu déjà bakomi kopesa bakoti na kati ya mutu na yo mpona kozwa déjà o mwana wana aza na baambition alingi lobi azala député ya makwa ya makwa kaka ya Brazzaville te bon là la question reste ouverte. Alors un dernier mot et puis on va se quitter en beauté pour un bon dimanche bien sûr.
Je pense que le sujet ne pourra pas être épuisé sur l'agriculture et on aura beaucoup de sujets Espérance. Vraiment, merci beaucoup pour ce rendez-vous dominical. Le dernier mot, c'est que Bana Moka, tous à la Bomoko, tous connaissez les Bosso, mais soyons intransigeants sur tout le Makambwa Solo Penza. Le Congo va mal. Le diagnostic est clair. Maintenant, quelle est la posologie pour en sortir? Voilà, ne faisons pas semblant, ne mettons pas de hier. Le Congo va vraiment mal et que ses fils se mobilisent, ses filles et ses fils se mobilisent pour améliorer ce pays. C'est notre bien qui nous appartient tous en indivision. Personne n'est plus congolais que l'autre. Donc on a le droit de dire ce que nous pensons et le mieux c'est être constructif, mais le temps est venu d'être un peu sérieux. Le temps est parfois les gens sourient, mais en fait, tu sais, le problème du Congo, mon frère Espérance, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui en meurent réellement parce que le CHU ne fonctionne pas comme il faut. Parce que eux, ils ne bénéficient pas d'évacuation sanitaire. Moi, j'ai perdu des gens dans ma famille et nous sommes nombreux. Donc, au-delà de cette discussion, on essaie de mettre du fond, on essaie de donner des idées, mais vraiment, soyons sérieux parce que il y a des destins qui sont brisés, des avenirs qui sont sacrifiés. C'est dans ce sens-là que je dis s'engager, c'est déjà en parler de cette façon-là. La CP le Ming, Konanga Espérance, voilà, c'était mon dernier mot. Merci à vous. Effectivement, moi, biso ba journaliste pe toi moi songi songi au CPN vraiment ébélé mais nangi na tuna kama tuna mowa kigata na gouvernement na biso. Est-ce qu'il y a-t-il des incompétents? Est-ce qu'il y a des Non, incompétents, mais Marianne? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des incompétents dans notre gouvernement? Est-ce qu'il on y a va des pas gens faire qui de ont langue de bois, Espérance. Bien sûr qu'il y a des est-ce qu'il y a des incompétents. incompétents? Déjà, Oui ou non? non seulement il y a des incompétents, je le dis, oui, il y a des incompétents, mais en plus le pouvoir use. Quand on est compétent et qu'on est resté trop longtemps à la même fonction, on ne peut plus être efficace. Ça va plus loin que de l'incompétence. Parce que celui qui est incompétent, des fois fraîchement arrivé, il y a des gens qui travaillent sur eux, s'améliorent. Mais quand on reste à un certain moment donné, au moins, le pouvoir, il aime Saramutu. Tu peux plus rien proposer. Moi, je ne suis pas spécialiste de football. Là, c'est que ça, moi, ailleurs rapidement. Moi, je regarde football. Même le Battle à Modric, qui est une légende, il ne fait plus tout le match. Il vient à la fin, il joue un peu. Les footeux connaissent mieux que moi. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, peuvent être de bons conseils. Vous pensez que Théophile Obenga n'est pas l'une des plus grandes intelligences du Congo? Est-ce que Théophile Obenga est ministre? Par contre, j'espère que Théophile Obenga est consulté. Il faut un peu repenser le paradigme sur les carrières politiques. On peut être Être consulté par son consulté, expérience. justement, il peut être consulté, sûr et certain, il est consulté, mais est-ce qu'il est écouté? Il y a une différence entre on Ah, va là, c'est consulter encore le un problème. païen, un intellectuel, et puis Mmh. après, à la fin, on fait pas ce qu'il dit ou ce qu'il vous propose à faire aussi. Alors, Absolument. Marianne, en tout cas, merci, merci beaucoup et merci vraiment d'être passé sur African TV puisque vous parlez vrai. Je dirais tout simplement, non pas pour vous provoquer, ni un petit coucou au Premier ministre Koliné Makosso, est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il est Batata, satisfait Bamama, de son action? Batata, Bamama, Badeko, mesdames et messieurs, Marielle Gombe, merci pour votre éclairage sur cette question essentielle de l'autosuffisance alimentaire au Congo. Il est clair que de nombreux défis restent à relever, mais aussi que des solutions existent si la volonté politique et l'engagement collectif sont au rendez-vous. À nos auditeurs et téléspectateurs d'Afrique TV, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous aurait apporté des éléments de réflexion sur l'avenir agricole de notre pays. Restez connectés pour nos prochaines éditions et passez une excellente journée. Bon dimanche à vous tous et à dimanche prochain. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Afrique TV.